Bonjour à tous. Un petit point technique juste avant de démarrer, ce qui nous permettra d'attendre les derniers inscrits. Je me présente, Céline Pizzimonti, conseil entreprise en environnement et développement durable à la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole, Saint-Étienne-Roanne et pour ma part plutôt basée dans la Loire à Roanne. Donc, je vous rappelle que nous avons par défaut éteint tous vos micros, mais que vous avez la possibilité de poser des questions via la rubrique donc questions qui doit apparaître sur votre écran. Et nous prendrons les questions à la fin de chaque intervention de façon à pas trop couper les présentations parce que notre contenu est un petit peu dense. Nous vous rappelons que ce webinaire est enregistré pour qu'il puisse être disponible en replay pour les entreprises intéressées qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Et puis, nous vous remercions par avance de répondre au questionnaire de satisfaction qui vous sera proposé à la fin du webinaire. Il est pas très long, donc ça nous permettra de nous améliorer ou de vous proposer d'autres thématiques via ce canal-là. Donc, en termes de rappel de contexte, simplement vous rappeler que donc, nous intervenons aujourd'hui dans le cadre du plan eau du gouvernement qui a été déployé en début d'année 2023 suite à un épisode de sécheresse 2022, comme vous l'avez tous noté, qui était remarquable et qui a mis en évidence la nécessité d'organiser la répartition entre les usages de cette ressource en eau qui se raréfie et d'anticiper au maximum. Donc, ce plan eau, il se déploie dans toutes les régions et en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes pour ce qui nous concerne, avec une démarche qui s'appelle sobriété et efficacité hydrique dans les entreprises, pour ce qui nous concerne aussi sur le public entreprise, avec deux objectifs principaux qui sont de sensibiliser et d'informer les entreprises à la gestion de crise en cas de sécheresse et donc aux mesures de restriction éventuelles. C'est l'objectif de notre webinaire d'aujourd'hui, mais aussi de vous apporter des clés et des outils en matière de solutions, de sobriété et d'éco-gestes. Donc, nous vous proposerons plutôt sur la rentrée 2023 au niveau régional des webinaires d'information aussi sur cette thématique-là. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, il concerne le département de la Loire. Nous organisons au niveau de la CCI Lyon Métropole et en collaboration avec nos collègues de la CCI Beaujolais le même webinaire la semaine prochaine pour les entreprises qui sont situées sur le département du Rhône, puisque les arrêtés cas de sécheresse, nous allons le voir, sont spécifiques à chaque département. Et donc, l'ordre du jour que vous voyez affiché là est le même pour tout le monde. Je ne vais pas être plus longue, je vais passer directement la parole aux représentants des services de l'État, donc Benjamin Coulant de la DDT de la Loire et Sylvain Galtier de l'ADREAL, unité interdépartementale Loire-Haute-Loire, que je remercie vivement de leur participation. Sachant que voilà, ce webinaire a été organisé en parfaite concertation entre nos différents services afin de vous apporter une information la plus complète et la plus fiable possible. Donc, nous serons aussi à vos dispositions pour répondre à vos questions. Merci de votre participation et je vous laisse la main, Benjamin Coulant. Bonjour à tous, donc Benjamin Coulant, DDT de la Loire, responsable mission police de l'eau et aussi en charge de la gestion de crise de sécheresse dans le département. Donc, je vais vous présenter le contenu de l'arrêté cas de sécheresse qui a été révisé et signé par le préfet de la Loire le 18 avril 2023. Avant d'entamer vraiment le sujet, juste un petit graphique pour vous faire état de la situation hydrologique de cette année. Donc, l'année hydrologique, c'est de septembre à septembre. Là, vous avez le rapport à la normale de référence des cumuls mensuels de précipitations dans le département de la Loire. Vous pouvez le voir tout de suite, depuis septembre dernier, on a un mois à l'équilibre, 2 mois excédentaires et tout le reste déficitaire. Cela signifie quoi? C'est notamment que sur l'automne-hiver, il n'y a pas eu de recharge des nappes phréatiques et également une alimentation imparfaite des zones humides qui sont très importantes dans le département puisqu'on a peu d'eau souterraine, donc c'est les zones humides qui soutiennent le débit des cours d'eau. On peut passer à la diapositive suivante qui fait le lien. Quelle sécheresse? Alors, c'est important à savoir, il y a 3 types de sécheresse. La sécheresse météorologique, c'est lorsque les précipitations sont inférieures aux moyennes sur une période donnée, en lien avec le diagramme que je vous ai présenté précédemment. Il y a ensuite la sécheresse des sols, dite sécheresse agricole.
lorsque l'humidité des sols est inférieure en moyenne sur une période donnée. Et enfin, un troisième type de sécheresse, la sécheresse hydrologique, lorsque les débits des cours d'eau ou les niveaux piézométriques des nappes sont inférieurs aux données de référence en période d'étiage. Pourquoi la dernière est entourée? C'est que c'est cette sécheresse qui fonde la mise en œuvre de restrictions par l'arrêté 4 sécheresse. Quel est l'objectif poursuivi par cette réglementation? C'est de préserver les usages prioritaires en période de sécheresse hydrologique. Ces usages de prioritaires sont définis par le Code de l'environnement et sont l'alimentation en eau potable, la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et la survie des espèces présentes dans les milieux aquatiques. Quand et comment sont-elles mises en œuvre? Eh bien, le quand, c'est lorsque les prélèvements existants ne peuvent plus coexister dans le cadre d'une gestion équilibrée et durable. C'est-à-dire, pour parler simple, lorsque les prélèvements qui sont autorisés, réguliers, légaux, ne peuvent plus être pourvus du fait d'une raréfaction de la ressource en eau. Et dans ce cadre-là, comment on fait? Eh bien, on prend des mesures de limitation, voire de suspension provisoire des usages de l'eau qui sont régulièrement autorisés. Le contexte réglementaire de cette révision. Alors, il faut savoir que l'arrêté 4 sécheresse qui vient d'être signé est issu d'un long processus de 2 ans de révision du texte précédent. Il a été initié par une modification du Code de l'environnement par décret du 23 juin 2021 suite à un retour d'expérience nationale. L'ensemble de la réglementation a évolué. Quand on prend un arrêté 4 sécheresse, on se doit donc de respecter et de reprendre des textes supra plus élevés qui nous sont imposés. Bien sûr, le Code de l'environnement avec un lien de conformité, mais aussi une instruction nationale adossée d'un guide qui ont été publiés le 27 juillet 2021 et viennent d'être modifiés le 16 mai 2023. Cette modification, elle sera opposable l'année prochaine. Également, des arrêtés d'orientation, des PCD. Alors, PCD, préfet coordonnateur de bassin. C'est-à-dire que dans le domaine de l'eau, au-delà du niveau national, on a des orientations qui sont définies au niveau des grands bassins hydrographiques. Pour faire simple, chez nous, Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée. Pour la sécheresse, chacun de ces deux niveaux ont pris un arrêté d'orientation du contenu des arrêtés 4 sécheresse. On a donc là aussi un lien de conformité. Enfin, on a un lien de compatibilité avec les stages pour Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne, et également la prise en compte d'orientation définie par un cadrage régional de 2021 modifié en avril 2023. Il faut savoir que l'arrêté 4 sécheresse qui a été signé le 18 avril prend en compte en fait les modifications du cadrage régional du 14 avril, puisqu'on avait eu les textes un petit peu avant pour pouvoir finaliser notre arrêté dans les meilleurs temps. La méthode d'élaboration, je ne vais pas vous faire le détail, mais en tout cas, il y a eu 3 phases de discussion avec les acteurs de l'eau. Un premier retour d'expérience en 2021, finalement, sur l'arrêté 4 sécheresse en lui-même. Est-ce qu'il y avait des difficultés d'application? Est-ce qu'il y avait des choses qui ne permettaient pas de protéger suffisamment les usages prioritaires? Suivi d'un groupe de travail d'élaboration, c'est-à-dire d'écriture, finalement, du projet d'arrêté, qui a été fait entre novembre 2021 et mars 2022. Une consultation du public. Ça, c'est une phase obligatoire. Le texte est mis en ligne sur Internet et chacun peut contribuer et faire ses remarques. En mai 2022, qui a été un échec suite à l'initiation, notamment par l'ADREAL, d'une homogénéisation régionale sur les ICPE, c'est-à-dire d'éviter que chaque arrêté 4 départementaux fixe des règles différentes pour les ICPE. Et puis aussi le démarrage précoce d'une sécheresse qui a été finalement très importante, l'été 2022. On a préféré ne pas changer les règles en cours de sécheresse. Vu l'importance de la sécheresse 2022, on a décidé, plutôt que de prendre notre arrêté tel qu'il avait été défini, de le réviser pour tenir compte de cette expérience particulièrement forte de sécheresse. Et donc, on a réuni de nouveau des groupes de travail sur la fin de l'année 2022 pour modifier ce texte. Et du coup, nous avons refait une consultation du public en janvier 2023. Où l'enjeu a été surtout agricole. La consultation du public en lien avec la gestion du barrage de Grandjean et du canal du Forez, ça a nécessité encore donc 3 mois d'échange avec les différents acteurs pour finir sur le texte qui a été signé par Monsieur le Préfet. Un petit mot quand même sur l'arrêté 4 sécheresse précédent. Alors, certains le savent peut-être, il datait de 2016, mais en fait, ces grands principes dataient de 2012.
Et parmi ces grands principes, certains ont été remis en cause à l'occasion de cette révision. C'est le principe de provenance de la ressource en eau au niveau géographique et du stockage. Qu'est-ce que c'était que ce grand principe? Pour faire simple, ça signifie qu'il n'y avait pas de restriction sur les usages à partir du réseau d'eau potable provenant de barrages, de la nappe d'accompagnement du Rhône. C'est le cas de Saint-Étienne Métropole, de Rouennaise de l'Eau ou de la Bombarde. Également, en application de ce principe, c'était une absence de restriction sur le canal du Florin. Pourquoi ce dernier aussi a été revu, même si ça ne vous concerne pas directement, j'en fais un mot, c'est que lors de l'étiage de 2022, pour la première fois, nous avons vu, pour préserver certes les usages prioritaires, puisque le canal sert aussi à l'alimentation en eau potable de Montbrison et de Feur, mais aussi les usages économiques qui sont sur cette ressource, prendre des arrêtés spécifiques de dérogation de la concession hydroélectrique de Vengeance. L'objectif a donc été d'insérer dans l'arrêté 4 sécheresse un fonctionnement en période exceptionnelle de sécheresse dérogeant la concession hydroélectrique sans avoir à passer par des actes au coup par coup, définir un cadre réglementaire pour déroger. Pourquoi on l'a remis en cause? C'est parce que, je vous donne un exemple, par exemple sur la ville de Saint-Étienne, lorsqu'on prenait un arrêté de restriction des usages de l'eau, eh bien, pour un particulier, il aurait été interdit, d'arroser sa pelouse à partir d'un puits qu'il aurait eu sur sa propriété. Par contre, il n'avait aucune restriction sur le réseau d'eau potable. On avait donc un problème de lisibilité de l'arrêté 4 sécheresse et on a donc adopté lors de la révision 6 grands principes, dont le premier est la fin de la distinction de la provenance de la ressource à partir du réseau en eau potable pour tous les usages des collectivités et des particuliers, c'est-à-dire en dehors des usages économiques. La conséquence, c'est que désormais, si on habite, je reprends l'exemple de Saint-Étienne, désolé pour ceux qui n'y sont pas, Saint-Étienne, quand on veut arroser sa pelouse, ses fleurs ou son jardin potager, la règle est identique que l'on utilise le puits sur sa parcelle, le cours d'eau qui est en dessous de son jardin ou le réseau d'eau potable. Il n'y a donc plus de questions à se poser sur quelle est la ressource que j'utilise. Alors, un arrêté 4 sécheresse, ça vise aussi à adapter les restrictions en fonction de la gravité de la sécheresse hydrologique et elle n'est pas uniforme à l'échelle d'un département. De fait, on a à l'heure actuelle 12 zones d'alerte dans le département qui sont des unités cohérentes en termes de fonctionnement hydrologique. Vous les avez donc sur la carte sur votre droite. Il faut savoir que ces zones ont été définies à l'échelle communale, sauf un cas de figure, celui des fleuves. De fait, on a 2 fleuves dans le département. Le fleuve Loire, qui a 2 zones différenciées que vous voyez à peine sur la carte, puisque forcément, il se limite au fleuve et à sa nappe d'accompagnement. Donc, elle est très limitée au niveau géographique. Pourquoi 2 zones sur le fleuve Loire? En fait, c'est parce que sur ce fleuve, nous avons dans le département le barrage de Villeray, qui a une vocation de soutien d'étiage du fleuve. Donc, en amont de Villeray, il n'y a pas de soutien d'étiage sur le fleuve Loire. En aval, il y a un soutien d'étiage. Du coup, on a 2 zones. Vous pouvez les apercevoir sur la partie centrale du département. On voit une petite zone vert clair entre le orange et le bleu. C'est la zone fleuve Loire-Amont, qui est plus étendue dans ce secteur-là parce que la nappe est plus étendue. En dehors, elle se limite, par exemple, sur Gangean, elle se limitera à la retenue de Gangean. Et sur Villeray, pareil, la retenue de Villeray. Et puis tout en haut, tout au nord du département, vous avez entre le marron et le vert, on voit un petit peu une zone rouge, c'est la zone fleuve Loire. Et puis donc, on a aussi une zone spécifique pour le fleuve Rhône et sa nappe d'accompagnement, que là, vous apercevez difficilement à l'image parce que c'est très limité au niveau géographique. La conséquence de cela, c'est qu'on peut avoir une commune qui est concernée par 2 voire 3 zones d'alerte lorsqu'elles sont à proximité des fleuves. Je vais donner un exemple plus parlant, Saint-Just-Saint-Rambert. Alors, Saint-Just-Saint-Rambert, en plus, c'est une grosse commune. Donc, en fait, l'ancien Saint-Rambert, côté Fleuret, relève majoritairement de la zone bleu foncé qui correspond à la zone Anse-Mar-Bonson. À l'inverse, Saint-Just-sur-Loire, eh bien, la majeure part des eaux qui circulent sur le secteur de Saint-Just-sur-Loire rejoignent le Fluran. Ils font donc partie de la zone dite Sud-Loire, qui est en marron, qui correspond notamment au BV du Fluran. Et puis au milieu, vous avez le fleuve Loire qui passe. Et donc, du coup, il y a une 3e zone qui s'applique sur cette commune, pour la partie pleine du fleuve Loire. Donc, fin de
Ah, je n'avais pas fini. Juste pour préciser que sur le fleuve Loire, il n'y a pas de restriction. Pourquoi? On est sur un fleuve qui a un fonctionnement minimal, c'est-à-dire qui est alimenté par la fonte des neiges et des glaces l'été, et qui donc à l'heure actuelle connaît les périodes avec le moindre débit plutôt en hiver qu'en été. Donc ce n'est pas un fleuve qui pour l'instant est sensible aux sécheresses. Donc il n'y a pas de restriction sur cette zone-là. Enfin, pour préciser, on a 2 stations hydrométriques, c'est-à-dire 2 stations de mesure des débits par zone d'alerte. C'était l'objectif. Car ici, on a une station de référence que l'on suit au quotidien et une station de secours au cas où la station de référence viendrait à dysfonctionner. C'est le cas partout, sauf sur 2 zones. Tout simplement parce qu'il n'y avait qu'une seule station disponible. Ces 2 zones, c'est le Rouennais, donc tout au nord-ouest du département, la zone marron, et sur l'Aix, la zone jaune qui est juste au sud. Les conditions de déclenchement, eh bien, elles reposent avant tout sur les débits des cours d'eau, c'est-à-dire l'hydrométrie, avec des seuils. Le seuil d'alerte, je vous passe la définition du QMNA5, c'est pas important. C'est le seuil d'alerte, il a été défini à une occurrence de retour, c'est-à-dire une occurrence 5 ans sec. Ça veut dire que lorsque qu'une chance sur 5 chaque année, on a une chance sur 5 chaque année d'être en dessous de cette valeur de référence. Et c'est celle qui signifie que tous les usages autorisés ne peuvent plus coexister sans remettre en cause la préservation des usages prioritaires. On a ensuite le seuil de crise qui est lui fondé sur une valeur statistique de débit qui a une chance sur 20 de se produire chaque année. Et en dessous de cette occurrence qu'on dit occurrence 20 ans, mais c'est une chance sur 20 qu'il faut retenir, on estime que là, on rentre vraiment dans du dur et dans un risque, alors bien sûr, d'assèchement de cours d'eau, mais aussi d'absence de ressources, tout bonnement pour l'eau potable, par exemple. Ensuite, il y a 2 autres niveaux qui sont définis, la vigilance et l'alerte renforcée. Ces 2 autres niveaux, ils visent à éviter, à permettre une progressivité dans la mise en œuvre des mesures de restriction. Et ils ne correspondent donc pas à une valeur ayant une vérité hydrologique. Pour vous situer, par exemple, le seuil de vigilance au moment du calcul, on a multiplié par 1,5 le seuil d'alerte, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de prévenir d'un risque d'alerte suffisamment longtemps à l'avance. Voilà. Ensuite, on prend en compte la durée. Comment? Il faut 5 jours consécutifs ou au-dessus d'un seuil pour que l'on bascule d'un niveau à un autre. Seulement, l'hydrométrie ne fait pas tout. Comme vous l'avez vu, il y a 3 types de sécheresse. Donc, pour anticiper, il convient de prendre aussi d'autres valeurs. Donc, on a une possibilité d'anticiper en tenant compte d'un faisceau d'indices. C'est quoi ce faisceau d'indices? C'est toutes les autres données dont nous disposons, mais pour lesquelles on ne peut pas fixer un seuil de manière justifiée, signifiant au-dessus, on n'est pas en sécheresse, en dessous, on est en sécheresse. Alors, ce faisceau d'indices, c'est quoi? C'est les données météorologiques. Par données météorologiques, on va s'intéresser finalement aux 2 autres types de sécheresse. La météo, donc la pluviométrie, l'évapotranspiration, les prévisions météorologiques, mais aussi la sécheresse agricole avec un indicateur d'humidité des sols. Ensuite, on a les données milieux. C'est quoi ces données milieux? Ce sont des réseaux d'observation des débits de cours d'eau en dehors d'une station hydrométrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un suivi continu des débits. Et donc, c'est une donnée que l'on a, par exemple, pour le réseau ONDE, Observatoire national des étiages, qui est réalisé par l'Office français de la biodiversité, c'est 1 à 2 fois par mois. Et pour le réseau complémentaire de la Fédération de pêche qui existe uniquement depuis l'an dernier, c'est, on va dire, bi-hebdomadaire, 1 fois toutes les 2 semaines qu'on a une donnée. Et ensuite, toutes les autres informations qu'on peut avoir, la disponibilité de la ressource pour les producteurs d'eau potable, évidemment, le niveau de remplissage des revenus de Grandjean et de Villarreal. Prémisse, sans rentrer dans le détail, Prémisse, c'est une expérimentation qui est en cours, essayant de prévoir les débits des cours d'eau dans l'avenir proche, et pas uniquement. Donc, jusqu'à maintenant, on se contente de prévision météo, est-ce qu'il va pleuvoir, combien? Là, ce serait de dire, est-ce que les pluies prévues vont avoir un effet sur les débits? Donc ça, c'est encore assez expérimental. Et donc, pour tous ces éléments-là, on n'a pas de seuil. Donc, c'est du qualitatif pur. Il est à noter, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait 2 zones où il n'y avait qu'une seule station hydrométrique, donc on n'a qu'une seule source de données pour les seuils. Et bien là, on prend en compte de manière renforcée le réseau de l'Observatoire national des étiages pour savoir si on doit déclencher ou non un niveau de gravité supplémentaire. Une fois qu'on fait le constat que l'on passe, par exemple, en vigilance ou en alerte, nous disposons, nous, administration, d'un délai de 7 jours
entre ce constat et la signature d'un arrêté de restriction par le préfet. Il faut savoir que ce délai va être amené à 5 jours à partir de l'an prochain. Hormis ces éléments-là, nous avons également des points de cohérence interdépartementale, c'est-à-dire que nous ne fonctionnons pas au département de la Loire tout seul, nous tenons compte aussi de nos voisins. Je vais citer l'exemple des bassins versants interdépartementaux. Je vais en prendre qu'un seul sur les deux qui vous sont cités. Le bassin versant du Gier est à cheval sur les départements de Loire et du Rhône. Dans ce cadre-là, c'est le département de la Loire qui pilote le franchissement des seuils sur le Gier et le Rhône est associé. On a également, hormis ces bassins versants interdépartementaux, le cas du soutien d'étiage du fleuve Loire. Je vous expliquais tout à l'heure que le barrage de Villeresse sert au soutien d'étiage du fleuve Loire. Ce soutien d'étiage du fleuve Loire ne repose pas que sur Villeray, il prend également en compte une autre retenue, Nossac, en Lozère, qui a des eaux de l'Allier, pour permettre la satisfaction des usages d'eau potable jusqu'à Nantes, de refroidissement des centrales nucléaires, d'activités économiques aussi qui utilisent le fleuve. Et donc, pour gérer de manière homogène le fleuve Loire, il y a un comité de gestion, dont le nom vous est indiqué, qui gère l'axe Loire. Le comité de gestion, qui est sous l'autorité de la préfète de bassin Loire-Bretagne, peut décider que nous devions prendre des restrictions sur le fleuve Loire, et uniquement sur le fleuve Loire, pas sur les affluents, même si notre suivi local dit que nous ne sommes pas en sécheresse, tout simplement pour tenir compte des capacités de soutien d'étiage des deux barrages réservoirs. Alors, concernant les mesures de restriction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines ressources qui ne sont pas concernées. Le fleuve Rhône, j'en ai parlé tout à l'heure, n'est pas concerné par des mesures de restriction. C'est également le cas des nappes d'eau souterraines, dites captives. Pour faire simple, dans le département, pour l'essentiel, ce sont les eaux minérales. Pourquoi? Parce que ces ressources n'ont, à la connaissance que nous avons du fonctionnement de la nappe, pas d'influence sur l'alimentation des cours d'eau du département. Troisième cas de figure, ce sont les réserves, les stockages qui ne sont pas connectés au milieu naturel. Ça concerne la plupart du temps l'agriculture, avec les retenues collinaires, mais ça pourrait être également le cas, peut-être pour certains d'entre vous aussi, de réserves de récupération d'eau de pluie étanches. Oui, à une condition, c'est que cette réserve ne soit pas connectée au milieu naturel à partir de passage en alerte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez un retenu de stockage, mettons en juin-juillet, il va descendre, puisque vous avez besoin d'eau, et lorsqu'il va pleuvoir, cette pluie ne va pas aller au milieu, mais va servir à complémenter cette réserve. Et donc, du coup, à aggraver la situation hydrologique du département. C'est pour ça qu'il est demandé que les récupérations de pluie étanches ne soient pas connectées au milieu. Ensuite, il y a des usages qui ne sont pas concernés par les restrictions. Il s'agit des usages prioritaires que j'ai développés tout à l'heure. Je reviens juste sur un point, le dernier qui peut vous intéresser dans cette diapositive, c'est sur la sécurité des installations industrielles. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un usage de l'eau nécessaire à la sécurité de l'installation industrielle, il ne peut être restreint par nos arrêtés. Alors, les mesures de restriction, je vous ai mis ici les usages non économiques. Pourquoi? Vous pouvez être concerné si vous avez, par exemple, des pelouses ou des fleurs que vous arrosez l'été au sein du siège de votre entreprise. Vous pouvez être également concerné, j'en avais vu un autre, pour le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées qui sont soumises à restriction. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail puisque c'est quand même pas le cœur de notre sujet aujourd'hui, mais c'était pour vous indiquer que sur cette diapositive nous sont indiquées également les restrictions qui peuvent vous concerner pour des usages non économiques. Pour usage mixte, c'est la même chose, c'est pas directement notre sujet du jour, mais ça peut vous concerner, par exemple, pour des lavages de véhicules par des professionnels, l'alimentation d'un plan d'eau ou d'un VF, et également les rejets de stations d'épuration. Ce sont trois éléments qui peuvent vous concerner aussi, certes pas au cœur de vos métiers, mais dans vos usages quotidiens. Je ne les détaillerai pas davantage. Et puis ensuite, pour mémoire, on vous a mis dans le diaporama les restrictions pour les usages agricoles. Là aussi, je ne vais pas les présenter davantage. Deuxième grand principe, c'est la conservation
du principe de provenance de la ressource en eau potable pour les activités économiques, qu'elles soient agricoles, entrepreneuriales au sens large, ou celles des collectivités. C'est-à-dire que là, par contre, on va tenir compte, lorsque vous avez un usage à partir du réseau d'eau potable, de la sensibilité de la ressource à la sécheresse. La conséquence, c'est que si le réseau d'eau potable que vous utilisez provient de la Rhin ou de la nappe d'accompagnement du Rhône, il n'y a pas de restriction. On peut passer à la diapositive suivante. Ensuite, comment savoir si du coup on est soumis à restriction ou pas quand on utilise l'eau potable? Et bien donc là, vous avez la carte à droite qui reprend les zones d'alerte de tout à l'heure, mais ce coup-ci en se fondant sur comment est alimentée la commune en eau potable. Donc on est bien à une échelle communale, on n'a plus de distinction sur les clubs, échelle communale pure, avec une part majoritaire, c'est-à-dire on tient compte du fait que 51% de la commune, de l'eau qui est distribuée par le réseau d'eau potable sur la commune provient de telles ressources. Et on voit du coup qu'on a trois types de couleurs. Les couleurs sombres signifient que ces communes ne peuvent être approvisionnées par des ressources issues du barrage ou de la nappe d'accompagnement du Rhône. Elles sont donc sur des ressources, on est donc sur des ressources très sensibles aux variations saisonnières et d'autant plus en sécheresse. Typiquement, captage de sources, prélèvement direct en cours d'eau. Ces communes en couleur sombre sont donc soumises aux restrictions de l'arrêté 4 pour les usages économiques. Ensuite, on a des couleurs claires. Si on prend l'exemple du rouge, par exemple, sur le nord du département, on a du rouge foncé tout au nord et du rouge clair juste en dessous. La différence entre les deux, c'est que les communes avec ces couleurs claires peuvent être secourues par un barrage ou la nappe du Rhône. C'est-à-dire que si la collectivité décide d'ouvrir sa sécurisation avec un barrage, les usages économiques ne sont pas soumis aux restrictions de l'arrêté. À l'inverse, si la commune décide de ne pas ouvrir cette sécurisation de secours, à ce moment-là, la commune est concernée par les restrictions pour les usages économiques. Enfin, dernier cas, les communes que vous voyez figurer en blanc, en gros les trois vallées de Saint-Étienne, Furanges, Girondelles, l'essentiel de Roanne et agglomération, également les monts du Genêt. Ce sont des communes qui sont approvisionnées en tout temps, à partir de barrages ou de la nappe du Rhône, et donc sur lesquelles il n'y aura pas de restriction sur les usages économiques. Ensuite, sur la coloration, je fais un petit point, puisqu'on voit que des couleurs différentes un peu de la carte précédente, on a gardé le même code couleur par rapport aux autres alertes. C'est juste qu'on tient compte d'où vient l'eau. Par exemple, si je reprends toujours non, je vais le changer, tiens. On va prendre la zone de Montbrison qui apparaît en vert, sur Montbrison, Savilleux, qui apparaissent en vert sur la carte. Pourquoi en vert, sachant que normalement, elle relève de la zone Mont du Forêt, soit forêt Lignon-Visésie. Pourquoi elles sont en vert? C'est parce que l'eau provient majoritairement du canal du Forêt, qui lui-même est alimenté par la Loire au barrage de Grandjean. Donc, sur ces communes-là, à partir du réseau d'eau potable, les restrictions sont enclenchées en fonction de la gravité de la sécheresse sur le fleuve Loire et non sur le Lignon ou le Visésie. Troisième grand principe, c'est un principe de gradation des restrictions pour les activités économiques des entreprises, certes, mais aussi valable pour l'agriculture, allant jusqu'à l'arrêt total de consommation. Pourquoi? L'objectif, c'est d'être dans un principe d'équité entre les différentes catégories d'usage G, non prioritaires de la source en eau, c'est-à-dire les usages économiques, qu'ils soient industriels ou agricoles, et un principe de gradation de la restriction. Cet élément-là, ce principe-là, est directement issu du cadrage régional effectué par Madame la préfète de région, c'est-à-dire qu'il est valable dans tous les départements de la région. Donc là, vous avez l'extrait de l'arrêté 4 sécheresse pour les usages économiques. La première ligne concerne les golfs, ce n'est pas le sujet du sous-lot. La deuxième, c'est tous les usages industriels, artisanaux ou commerciaux. Alors, moi, je vais vous présenter ce principe de gradation. Il faut savoir qu'il y a trois possibilités d'exemption de ces restrictions qui seront ensuite présentées par l'Adréal, Monsieur Galtier, qui est juste à côté de nous. Moi, je reste au cas général, uniquement.
Cas général, c'est une réduction de 25% de la consommation moyenne hebdomadaire à partir du niveau d'alerte, puis une réduction de 50% en alerte renforcée, et en crise, un arrêt complet de la production. Voici le cas général gratuit. Il faut savoir que ces valeurs de 25-50% et arrêt sont aussi celles qui servent au cas général des restrictions agricoles. Elles sont moins lisibles car elles sont basées sur des restrictions horaires. Et ces restrictions horaires amènent bien à de telles réductions. Donc, les trois cas d'exemption, je vais peut-être laisser la parole à M. Sylvain Galtier pour prendre la suite et vous les présenter plus en détail et de façon plus vulgarisée que sur le texte de l'arrêté cadre en lui-même. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, Sylvain Galtier. Je suis inspecteur de l'environnement à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, à l'unité interdépartementale Loire-Haute-Loire. Et je suis donc basé à Saint-Étienne. Donc, pour les industries, sur les critères d'exemption, on peut passer sur la diapo d'après, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir sur le régime général, puisque ça reprend exactement ce que vient de présenter M. Coulant. Donc, pour les critères d'exemption pour les entreprises, trois possibilités d'exemption. La première, c'est le cas d'une faible consommation d'eau annuelle. Alors, qu'est-ce qu'une faible consommation? C'est moins de 1000 m3 par an en prélèvement direct sur le milieu. Donc, quand on entend milieu, ça peut être un cours d'eau ou un prélèvement direct dans une nappe d'eau souterraine. Et moins de 7000 m3 par an en prélèvement total. Donc, c'est la somme du prélèvement direct au milieu plus le prélèvement sur le réseau d'alimentation en eau potable. Donc, dès lors qu'on est en dessous de ces seuils, on peut bénéficier du critère d'exemption faible consommation d'eau. Donc, cette exemption, elle est possible aussi bien pour les industries qui relèvent de la réglementation des installations classées que les industries qui ne relèvent pas de la réglementation des installations classées. Le deuxième critère d'exemption, c'est le cas des restrictions déjà prescrites par ailleurs. Donc, ce critère est applicable uniquement pour les installations classées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par restriction déjà prescrite par ailleurs? Il s'agit d'installations classées qui bénéficient d'un arrêté préfectoral spécifique avec des règles pour encadrer les situations de sécheresse. Alors, il faut bien avoir en tête que cet arrêté préfectoral spécifique ne sera recevable au sens de ce nouvel arrêté cadre sécheresse uniquement si les prescriptions conduisent à de vraies restrictions. On peut avoir le cas d'arrêtés préfectoraux complémentaires relativement anciens qui prévoyaient des mesures d'ordre assez général, du type on pouvait retrouver interdiction d'arroser les pelouses. Bon, ce genre de prescription aujourd'hui n'est plus recevable. Un arrêté préfectoral complémentaire qui ne conduit pas à de vraies réductions de la consommation d'eau ne permet pas de bénéficier de cette exemption. Et le troisième cas, donc toujours valable uniquement pour les installations classées, c'est le cas des sites en capacité de démontrer que leurs besoins en eau ont été réduits au minimum, donc notamment par la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles ou de techniques reconnues pour le secteur d'activité comme étant économes. Et cette démonstration était réalisée via la mise en place d'un plan de sobriété hydrique, qu'on appellera PSH dans pas mal de diapos suivantes. Donc, pour pouvoir bénéficier d'une exemption, deux situations, les installations classées. Donc, les installations classées, pour pouvoir bénéficier d'une exemption, il faut se faire connaître. Alors, deux possibilités. En février de cette année, le siège de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a envoyé un sondage par mail aux installations classées soumises au régime d'autorisation et d'enregistrement de l'ensemble de la région. Donc, dans ce mail, il y avait le questionnaire. Donc, il y avait la possibilité, en répondant à ce message et au questionnaire, de faire sa demande d'exemption en fonction de l'un des trois cas d'exemption que j'ai cités à la diapo précédente. Et ensuite, pour tous les autres, alors ceux qui n'ont pas reçu le mail parce que les bases de données dont on disposait n'étaient pas à jour et toutes les installations classées soumises à déclaration qui n'étaient pas prises en compte dans ce mailing, il y a la possibilité, via le site internet de la DREAL, d'accéder directement au questionnaire, donc le lien est repris sur la diapo, et de faire la demande d'exemption. Et donc, dès lors que l'on décide de rentrer dans l'un des trois critères d'exemption,
Il faut veiller à tenir à la disposition des services de l'inspection les justificatifs pour être en capacité de démontrer pourquoi on demande à bénéficier de l'un des 3 critères d'exemption. Pour les entreprises qui ne relèvent pas de la réglementation des installations classées, la déclaration est effectuée via le site internet Démarche simplifiée. Donc, dans les diapositives suivantes, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur le plan de sobriété hydrique. Donc, ce plan qui permet donc de bénéficier du 3e critère d'exemption. Et donc, ce plan de sobriété hydrique est à établir selon une trame, un fichier au format Excel qui est mis à disposition sur le site internet de l'Adréal. Mais on rappelle une nouvelle fois donc qu'il est à tenir à disposition. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du contenu du plan de sobriété hydrique. Donc, tout d'abord, quelques principes généraux. Ce plan de sobriété hydrique, il se veut être un document vivant, évolutif. La stratégie, c'est pas de dire je fais mon PSH pour l'été 2023 et il est valable pour les années à venir. Non, je le fais pour l'été 2023 et ensuite, chaque année, je me pose des questions sur comment mon activité a évolué. Est-ce que de nouvelles actions de réduction peuvent être mises en œuvre? Est-ce que de nouvelles techniques sont apparues sur le marché? Est-ce que je peux les traduire sur mon site? Donc voilà, c'est vraiment un document qui se veut vivant. Alors, c'est une volonté qui a été affichée de mettre en place une trame Excel. C'est une volonté d'harmonisation des données pour que chacun des PSH d'entre eux puisse être comparé à notre niveau, au niveau de l'inspection, pour nous permettre une meilleure lecture des documents et avoir une vision plus claire des données entre les différents sites. Alors, ce document, il est à remplir, bien entendu, de façon la plus exhaustive possible, en tenant compte des caractéristiques des installations. Dans les diapositives suivantes qui vont venir, je vais vous présenter des éléments qui sont a priori requis, c'est-à-dire quelque chose qui constitue une information minimale à être en capacité de présenter. Ces informations minimales, si elles ne sont pas dans le plan, ça doit relever du cas exceptionnel et il faut être en capacité d'expliquer pourquoi on n'est pas capable de présenter ces informations minimales. L'autre information, c'est jusqu'à quand on remonte pour établir ce plan de sobriété hydrique. Alors la trame, elle présente par défaut jusqu'en 2003. Alors, dès cette année, il ne faut pas se tracasser, il ne faut pas se dire je remonte jusqu'en 2003 parce que c'est des données qui peuvent être anciennes et difficiles à recueillir. L'important dans l'immédiat, c'est de faire un document pour une période de temps pertinente par rapport à l'activité. Et notamment, si votre site industriel a été complètement revu, si l'activité a été complètement modifiée depuis 2003, il ne faut pas aller se casser la tête à aller chercher des données qui ne seraient plus pertinentes et qui n'auraient pas d'intérêt à être présentées. Et voilà, il faut être en capacité d'expliquer la date de départ des données présentées. Donc ce PSH, il va se diviser en 3 grandes parties. Une partie diagnostic, une deuxième partie quel est l'état de l'art, quelles sont les bonnes idées et bonnes solutions, quelles sont les meilleures technologies disponibles, MTD. Et une troisième partie, qu'est-ce qui a été déjà fait sur mon site, quelles actions ont déjà été réalisées et quelles actions peuvent être prévues ou à mettre en place. Et donc, la trame disponible présente également quelques parties d'aide pour compléter. Alors, notamment sur la diapositive suivante, vous allez retrouver les codes des masses d'eau des cours d'eau, c'est une donnée importante pour dire d'où vient son nom, les codes des masses d'eau souterraines, les zonages de l'arrêté cadre sécheresse, en lien avec ce que vous a présenté M. Coulant, voilà, les différentes zones pour identifier le site industriel en fonction de sa localisation, de quelle zone il relève. Et une petite particularité aussi, la liste des zones concernées par les plans de gestion de la ressource en eau. Ce sont des zones qui sont identifiées comme en difficulté d'équilibre entre les prélèvements et la ressource. Donc, quand on se situe dans un zonage de ce type, on le précise dans son PSH. Donc, le contenu du PSH. Donc, la première partie, ça va vraiment être une partie
diagnostic des usages de l'eau. Alors là, vous avez un début de copie d'écran de la page diagnostic. Donc, c'est sous forme d'un tableur, des colonnes. Alors, l'idée, c'est une colonne égale une ressource en eau, donc réseau d'eau potable, réseau d'eau de surface, prélèvement en cours d'eau, réseau d'eau souterraine. Et on déroule de haut en bas la colonne pour expliquer comment on procède aux usages de l'eau. 3 grandes sous-parties, partie prélèvement, partie usage et partie rejet. Donc sur la diapositive suivante, on détaille un petit peu plus. Donc sur la partie usage, il va falloir expliquer d'où vient l'eau, donc l'eau potable, l'eau souterraine, eau surface. Il va être vraiment, j'insiste là-dessus, je reviens dessus, très important d'expliquer d'où vient son eau, le code de la masse d'eau, quel cours d'eau. Donc après, voilà, le zonage sécheresse et le zonage plan de gestion de la ressource en eau. La caractéristique du prélèvement. Quand on parle de débit techniquement prélevable, quelles sont les caractéristiques techniques de l'ouvrage qui prélève? Par exemple, si on a une pompe, c'est quoi son débit minimum de pompage, son débit maximum? Ensuite, on compare à ce qui est autorisé dans l'arrêté préfectoral et on explique comment on relève le compteur, tous les combien, et est-ce que l'activité est une activité lissée tout au long de l'année, à peu près stable, ou est-ce qu'il y a des grosses variabilités saisonnières? Par exemple, est-ce que l'été, il y a des systèmes de refroidissement très consommateurs d'eau qui vont se mettre en route, ou toute autre raison qui ferait que la consommation d'eau n'est pas régulière au fil de l'année. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de présenter l'évolution des consommations d'eau. Alors je ne reviens pas sur ce que j'ai dit par rapport à la date de début de l'historique, puisque là sur cette diapositive apparaît à nouveau 2003, mais bon, on ne se tracasse pas sur ce début de 2003. Ensuite, on va bien préciser les différents usages de l'eau sur le site industriel, la consommation liée à un usage domestique, la consommation liée à du refroidissement, la consommation liée au process industriel. Et dès cette partie aussi, on va pouvoir commencer à dire, pour tous ces usages, si on se retrouve en situation de restriction liée à une période de sécheresse, quels usages pourraient être restreints en période de sécheresse? Quel volume d'eau pourrait être économisé sur ces périodes-là? Pour la partie rejet, où est-ce que je rejette? Directement au milieu ou dans un réseau d'eau usée qui passe par une station d'épuration urbaine. La même chose que pour la consommation, les volumes, la variabilité saisonnière. Alors, va être abordée aussi également la notion de prélèvement net. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prélèvement net? Le prélèvement net, c'est lorsqu'on fait la différence entre le volume prélevé au milieu moins le volume rejeté. Alors, cette notion de prélèvement net ne peut être retenue que si le milieu de prélèvement et le milieu de rejet sont exactement le même, c'est-à-dire que je prélève dans un cours d'eau et je rejette dans le même cours d'eau, et aussi également à condition que ce point de prélèvement et ce point de rejet sont suffisamment proches pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact sur le milieu dans l'intervalle prélèvement-rejet. Alors, l'intérêt qu'il peut y avoir à se focaliser sur cette notion de prélèvement net, c'est lorsqu'on est au niveau de à proximité du seuil de l'exemption de petits consommateurs, le 1000 m3 et le 7000 m3 que j'ai cité en début de présentation. Quelqu'un qui est sur une consommation qui prélève 8000 m3 et qui en rejette 6000, non, alors mon exemple n'est pas bon. Quelqu'un qui prélève 8000 et qui va rejeter 7500, ça veut dire que ça fait un delta net de 500 m3 par an. On est en dessous du seuil de 1000 m3 par an sur un prélèvement milieu. Donc, si le point de prélèvement et le point de rejet sont suffisamment proches sur un même milieu, l'industriel peut à ce moment-là bénéficier du critère d'exemption petit consommateur. Voilà. C'est un champ qui est assez restreint. Je dirais que pour tout industriel qui est largement au-dessus des seuils et qui ne se pose pas la question de ce seuil petit consommateur, il ne faut pas trop se poser la question et aller se compliquer l'esprit à dire est-ce que je suis dans le cadre du prélèvement net ou pas. Et donc, un point qui va être important aussi sur cette partie diagnostic, c'est arriver à fournir un schéma hydraulique qui est un petit peu détaillé sur la diapositive suivante. Globalement, ce schéma, ça va être de dire qu'est-ce qui se passe sur mon site industriel? L'eau, elle vient d'où?
quel milieu, AEP, réseau d'alimentation en eau potable, cours d'eau, milieu naturel, et comment elle se répartit sur mon site entre les différentes lignes de process, entre les installations de refroidissement, quelles sont les consommations, où sont les compteurs, comment je suis mes compteurs, quels sont les flux. Vraiment quelque chose sous forme schématique, claire, qui permette de comprendre le fonctionnement de l'installation. Donc ensuite, sur la deuxième grande partie du plan de sobriété hydrique, positionnement par rapport à l'état de l'art, qui va se diviser en 3 sous-parties, les indicateurs de production, le positionnement par rapport aux meilleures techniques disponibles et le détail des efforts réalisés par poste. Alors, les indicateurs de production. Sur la diapositive suivante, l'idée, c'est d'arriver à ramener la consommation d'eau à une donnée représentative de l'activité de site. Donc, un minimum qui est exigé, c'est de présenter la consommation d'eau ramenée au chiffre d'affaires. Il est très souhaitable d'aller au-delà de ce chiffre d'affaires et de présenter la consommation d'eau à un indicateur de production vraiment représentatif de l'activité. Par exemple, des litres d'eau consommés par mètre carré de pièces ou de surface traitée, des litres d'eau consommés par kilo de pièces traitées, donc ramener à une unité de mesure représentative de l'activité, ce qui va permettre vraiment d'évaluer l'évolution des consommations. Ensuite, il va être indispensable de se positionner par rapport aux meilleures technologies disponibles européennes. Alors, ces meilleures technologies disponibles, on les retrouve dans des documents qui s'appellent les BREF. En anglais, quelque chose comme Best Reference. Alors, c'est un travail qui doit déjà avoir été mené pour les installations qui relèvent de la directive européenne IED sur les émissions industrielles. Mais c'est un travail qui est demandé dans ce cadre-là pour toutes les installations, y compris celles qui ne relèvent pas de la directive IED. Et donc, le but de ce travail, c'est de positionner l'activité de site industriel par rapport à CMTD. Alors, je vous ai repris sur la diapositive, je suis allé chercher un exemple, la diapositive d'avant, si on peut rester, je suis allé chercher un exemple d'un tableau, alors celui-là, il est sur l'industrie textile, qui explique, par exemple, pour une activité de blanchiment en continu, alors je prends une ligne au hasard de ce tableau, dès lors qu'on est compris entre 3 mètres cubes par tonne de produits traités et 8 mètres cubes par tonne de produits traités, l'activité est considérée comme étant meilleure technologie disponible. Donc, c'est ce genre de tableau de présentation que vous allez pouvoir trouver dans ces documents que l'on appelle les brefs, qui vont vous aider à positionner votre activité par rapport à ces meilleures technologies disponibles. Alors, vous pouvez aussi faire référence à des valeurs de référence qui peuvent être fournies par les interprofessions, les filières et les branches. Donc ensuite, sur la diapositive d'après, on reprend un petit peu les diapositives suivantes, s'il vous plaît. Voilà. Commencer à détailler dans cette partie les premiers efforts qui ont été réalisés par poste. Donc là, toujours sur cette partie minimum requis, au moins dire si on a fait des recherches de fuite. Voilà. À ce stade-là, c'est vraiment un minimum. Il faut avoir fait ce travail-là. Et ensuite, on essaye de commencer à expliquer les ateliers, les lignes industrielles sur lesquelles les premières démarches de réduction ont été réalisées. Est-ce qu'elles ont pu être allées jusqu'à leur terme? Et quelles pistes, quels ateliers sur lesquels rien n'a été réalisé et tout est encore à faire? La dernière partie, ça va être vraiment un travail de recensement des actions de réduction de prélèvement. Donc, ce recensement est à faire dans 2 situations. Le fonctionnement courant des installations et le cas des situations hydrologiques déficitaires, c'est-à-dire si on est en situation de vigilance, d'alerte renforcée ou de crise. Donc, sur la première partie, pour la partie fonctionnement courant des installations, sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qui est attendu en minimum requis, c'est lister les actions déjà réalisées. Quelqu'un qui n'a strictement fait aucune action sur son site dans le but de réduire la consommation d'eau et qui demande à bénéficier de l'exemption PSH,
il faudra être en capacité de le justifier. Ça paraît a priori difficile de se positionner sur le PSH si on n'a strictement rien fait pour essayer de réduire sa consommation d'eau. Voilà, le but, ça va être, donc sur la partie du tableau qui est un extrait du tableur, lister voilà, tout ce qui a pu être fait et tout ce qui est en projet. On cite tout ce qui est en projet et essayer par les différentes données de pourcentage, de gain en volume et surtout de ratio, présenter ces actions, quels gains elles ont permis d'atteindre. Et donc la deuxième partie de ce recensement des actions, sur la diapositive suivante, c'est en situation hydrologique déficitaire. Donc cette partie du PSH, le but, ça va être déjà, je fais le point avec l'arrêté 4 sécheresse, on regarde quelles sont les règles applicables au secteur et on les reporte. Et on se pose les questions, je suis en situation hydrologique, j'en ai parlé un petit peu sur la toute première partie quand on fait le recensement des usages de l'eau et les prélèvements. Sur la première partie du tableau Excel, vous allez trouver les lignes, on va vous dire quel volume je peux économiser en situation de déficit hydrique. Mais là, sur cette partie-là, on va y revenir plus en détail. Le but, c'est d'expliquer quel volume on est en capacité d'économiser en période d'alerte, alerte renforcée et crise, même si sur les diapositives d'avant, on a démontré qu'on est aux meilleures technologies disponibles. Le but, c'est quand même d'arriver à faire des efforts pour préserver les ressources. Et donc, dans le tableau, donc il y a un exemple de tableau sur la diapositive suivante, on liste les actions qu'on est en capacité de mettre en œuvre sur le site pour réduire encore un peu plus sa consommation d'eau en période de sécheresse. Alors, il n'y a pas de pourcentage de volume imposé en alerte renforcée et crise sur ces actions complémentaires. Mais on montre l'effort supplémentaire qu'on est en capacité de faire, même si on a démontré qu'on est aux meilleures technologies disponibles. Et donc, pour terminer, quelques rappels et comment cela se passe avec ce PSH, plan de sobriété hydrique. Ce document est à tenir à disposition sur site en cas de contrôle par les services de l'inspection. Il n'y a pas d'instruction systématique. Le but, c'est pas de transmettre tous les PSH à l'inspection des installations classées pour obtenir un aval ou non du critère d'exemption. Il relève de la responsabilité de chaque industriel d'estimer si les efforts qui ont été mis en œuvre constituent une réduction au minimum des besoins en eau. Alors voilà, il faut arriver à faire preuve de bon sens. Alors il y a un exemple qui est cité sur la diapositive. Un exploitant qui ne connaît pas le détail de ses consommations d'eau et qui n'est pas en capacité d'expliquer comment il a réduit ses usages de l'eau. Quelqu'un qui relève son compteur une fois par an et qui ne sait pas trop expliquer les volumes d'eau, comment ils se répartissent sur son site par atelier, c'est peut-être délicat de se positionner à ce stade-là sur ce critère d'exemption. Le dernier paragraphe de cette diapositive, c'est pour vous expliquer que pour cette année, les services de l'inspection en cas de contrôle seront aussi compréhensibles et que cette notion de PSH est applicable pour le département de la Loire depuis la signature par le préfet en avril 2023. C'est un travail qui est quand même relativement lourd pour établir un plan de sobriété hydrique exhaustif. Donc, il faut l'initier au plus tôt, faire le maximum. Mais voilà, si une situation de sécheresse se présente au cours d'été 2023 et que votre site est contrôlé, nous serons en capacité aussi de comprendre que le plan de sobriété hydrique peut ne pas être complètement exhaustif et on essaiera de prendre en compte tous les éléments positifs qui sont présentés dans le document. Et sur la dernière diapositive, donc un petit rappel des informations que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Adréal. Vous allez notamment retrouver une foire aux questions qui répond à de nombreuses questions qui ont déjà été remontées au niveau des unités départementales ou directement du siège de l'Adréal. Le lien pour répondre au questionnaire qui permet de bénéficier du critère d'exemption. Et donc, à venir, le siège de l'Adréal travaille en lien avec les branches
pour essayer de définir des valeurs de référence de bonnes pratiques en lien avec ce qui a été présenté sur les diapositives précédentes. Donc, dès que ces éléments-là seront disponibles, ils seront mis en ligne sur le site internet. J'en ai terminé pour la partie plan de sobriété hydrique et restriction. Donc, je te rends la main. Oui, c'est ça. Il me reste encore deux diapositives. Alors, donc, sur les grands principes, je vous l'avais dit au début, il y en a 6 en tout. On en a présenté déjà 3. Je vous en présente un 4e. Pourquoi pas les 2 autres? C'est que les 2 autres concernent la profession agricole. Donc, le 6e grand principe, c'est celui offert par la réglementation de demander une adaptation individualisée des mesures en période de sécheresse. Et celle-ci est instruite, examinée au cas par cas par les services instructeurs compétents. C'est-à-dire même si vous êtes en dehors des 3 champs d'exemption qui viennent de vous être présentés, tout usager peut demander à ce que les restrictions prévues par l'arrêté cadre soient adaptées à son cas particulier. Comment faire? Eh bien, ces demandes se font uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme Démarche simplifiée. Je pense, lorsque vous sera diffusé le diaporama, qu'en cliquant sur le lien Démarche simplifiée, en fait, vous aurez le lien complet vers cette démarche-là. Il semblait que je l'ai transmis à la CCI pour qu'il soit mis dans le diaporama. Quels sont les critères? Ils sont de plusieurs ordres, notamment les enjeux économiques. La situation de la ressource sollicitée, c'est-à-dire que notre instruction tiendra compte aussi de est-ce que, je dis n'importe quoi, vous pompez dans un cours d'eau, est-ce que ce cours d'eau-là est dans une situation vraiment dramatique, ou est-ce que, au contraire, contrairement à son voisin avec la station hydrométrique pour laquelle on a pris l'alerte renforcée ou la crise, il va mieux, et donc là on en tiendra compte. Également les considérations techniques et la rareté des circonstances qui motivent la demande. Les demandes minimales pour alimenter cette demande de dérogation figurent à l'article 7 de l'article sécheresse, que l'on va voir diapositive suivante, et que vous voyez ici. Il faut savoir que le formulaire qui est sur Démarche simplifiée a été bâti pour que cette demande soit complète, c'est-à-dire en listant l'ensemble de ces éléments-là. On a des éléments classiques, l'identité du demandeur, l'usage concerné, la ressource qui est utilisée, la localisation du plan de prélèvement, l'évaluation économique de l'impact des mesures de suspension définies par l'arrêté 4 sur l'activité, l'évaluation des solutions alternatives étudiées et ou mises en œuvre par le demandeur et les raisons pour lesquelles la demande d'adaptation a été retenue, c'est-à-dire qu'en fait, malgré les solutions alternatives, eh bien, il n'arrivait pas à subvenir à vos besoins. Et puis bien sûr, l'estimation du volume et du débit sollicité, ainsi que les dates et horaires de prélèvement sollicités. Donc, il y a un document d'information de la DDT dont vous avez un visuel ici est en cours, contenant notamment tous les liens aussi Internet qu'on vient d'évoquer. Et malheureusement, là, vous n'avez pas la version finalisée. C'est en cours de validation. Donc, il vous sera distribué via la CCI dès qu'il sera validé officiellement. Je reprends la main sur la diapositive suivante, excusez-moi. Côté CCI, en collaboration avec les services de l'État, nous avions aussi travaillé sur un logigramme pour essayer de vulgariser, si on peut dire ça comme ça, la démarche, pour savoir si on est concerné ou pas. Donc, c'est un document PDF qui va vous être distribué en direct live, mais qu'on pourra aussi vous envoyer. Voilà, les deux documents disent la même chose. On ne va pas les commenter plus en avant, puis compte tenu de l'état de l'affichage, je pense que ça serait compliqué. L'objectif est que, voilà, si vous avez des questions, si vous ne savez pas trop dans votre commune comment vous êtes alimenté en eau potable, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, soit nous au niveau de la CCI, soit au niveau des services de l'État, pour qu'on puisse vous orienter dans cet arrêté cadre. Et bien sûr, oui, on vous mettra le lien complet pour la partie démarche simplifiée dans la présentation transmise. Alors, avant de poursuivre sur la partie un peu plus, comment dire, éco-gestes, solutions et aides, je voulais juste vérifier s'il y avait des questions qui avaient été posées par les participants ou pas, parce que moi, je ne les vois pas. S'il n'y en a pas, on continue. A priori, je n'en vois pas, mais n'hésitez pas. Oui, on pourra les prendre à la fin s'il y en a qui vous viennent. Mais à ce stade, non, je ne vois pas de questions qui apparaissent.
Voilà, c'est que bravo, puisque C'est que c'était très c'est un clair. sujet complexe, hein, n'est-ce pas? Ou alors c'est qu'on a endormi tout le monde. Donc je vais faire une toute petite ouverture suite à cette présentation de l'arrêté 4 Sécheresse-Loire sur finalement comment faire, c'est-à-dire que au-delà des mesures de restriction sur lesquelles on voulait alerter et sensibiliser les entreprises, il y a quand même quelques solutions. Alors c'est pas le cœur de ce webinaire aujourd'hui, mais on vous a listé quelques bonnes pratiques alors qui sont certainement connues dans vos entreprises, mais comme le disait aussi, pour rebondir sur ce que disait Sylvain Galtier de l'Adréal, pour assurer sa consommation optimale ou minimale en période de sécheresse qui risque d'arriver, chaque exploitant est invité à connaître son minimum technique et puis à mettre en œuvre les moyens qui permettent d'y arriver, soit en identifiant et connaissant ses postes de consommation d'eau, en installation des compteurs spécifiques, en détectant les fuites, et puis en essayant de se questionner sur son niveau de consommation. C'est aussi ça qui va être intéressant avec le travail avec les branches, parce qu'on aura des valeurs moyennes ou des valeurs de référence qui permettront à chacun de se comparer, et en essayant de réutiliser au maximum l'eau. Il y a aussi ensuite des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, des mesures techniques et puis des mesures organisationnelles. Donc des mesures techniques qui permettent de limiter la consommation d'eau, comme celles qui sont notées un petit peu sur la gauche de la diapo, le remplacement des pompes, les appoints d'eau, les remplacements des tours aéros par des systèmes plus secs, des mises en circuit fermé, des régénérations d'eau. Et puis toute la partie organisationnelle qui compte également, les mesures organisationnelles, la sensibilisation du personnel, la récupération des eaux de pluie quand c'est possible, et le report de certaines opérations ponctuelles, si possible, si elles sont consommatrices d'eau, pour ne pas le faire pendant les périodes de sécheresse. Moi, j'irai pas plus loin sur ce thème-là. On avait préparé des bonnes pratiques dans le milieu commerce, hôtellerie, restauration, qu'on laissera dans le support, mais sur lequel je ne vais pas m'étendre aujourd'hui puisque j'ai aucun représentant de ces secteurs d'activité. C'est aussi des bonnes pratiques de bon sens et ça sera l'objet d'un des 2 webinaires régionaux dont je vous ai parlé en introduction, qui aura lieu à la rentrée. Et avant de passer la parole à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, j'ai 2 infos concernant les aides possibles. Alors, il y a des aides spécifiques commerce, hôtellerie, restauration. Donc, encore une fois, j'en parlerai pas plus là. Le dispositif tremplin qui s'adresse plutôt aux TPE, PME en fonction de leur code APE. Donc, il faut vérifier si vous êtes éligible, mais qui notamment a une ligne sur les cuves de récupération des eaux de pluie. Donc, par les temps qui courent, ça peut être intéressant. Vous aurez sur le support les liens vers les dispositifs. Et une information complémentaire sur le programme Industrie du futur de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'ouvre un petit peu à la thématique eau pour essayer de prendre en charge finalement des études que vous souhaiteriez faire sur ce thème de l'eau, par exemple. Alors c'est la diapo d'après. Par exemple, l'analyse des moyens d'approvisionnement et des études de faisabilité pour mettre en place un traitement en eau plus efficace ou un recyclage en interne. Alors, Industrie du futur, par contre, c'est un programme qui s'adresse uniquement aux PME et ETI selon leur code APE également, mais qui doit être un code industrie, donc qui ne marche pas pour le tertiaire. Le support est bloqué, mais c'est pas grave, je vais continuer. Certaines entreprises de l'auditoire aujourd'hui sont concernées par le bassin Rhône-Méditerranée dont on a parlé un petit peu. C'est la partie plutôt vallée du Gier. Donc nous n'avons pas aujourd'hui l'appel à projet Agence de l'eau Rhône-Méditerranée qui a été publié concernant la mise en œuvre du plan eau, la déclinaison du plan eau par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée sera présentée en conseil d'administration fin juin, donc on aura les infos début juillet. Donc j'invite ces entreprises-là à revenir vers nous à ce moment-là pour qu'on puisse les renseigner ou à aller directement sur le site de l'agence. Et donc par contre, la déclinaison sur le bassin Loire-Bretagne de ce plan eau, elle, est bien parue au niveau du bassin Loire-Bretagne qui couvre quand même une grande partie de notre territoire du département de la Loire. Donc c'est pour ça qu'on avait invité, et on est très content d'accueillir Bruno Texier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, délégation alliée Loire-Amont, pour nous présenter finalement essentiellement les mesures
additionnelles qui ont été prises par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour répondre à cette partie sobriété et efficacité hydrique des entreprises. Bruno, si tu es là. Oui, 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 je suis là. Bonjour Céline, bonjour à tous et à tous. Je te laisse la parole. Merci. Donc, je vais vous présenter effectivement les dispositifs qui ont été déployés dans le cadre de ce qui nous arrive depuis quelques années maintenant, et parce que c'est un contexte climatique qui nous impose aussi de bouger, et dans la suite du programme du plan national qui a été présenté par M. le Président de la République le 30 mars dernier. Denis, c'est bon? Slide suivant. Est-ce que c'est bon, Denis? Tu m'entends? Oui, j'ai passé la slide suivante là. Voilà. Ah, merci. Je peux avancer encore. Ok, voilà, il y avait un petit. Ah, d'accord. Non, mais c'est bon, c'est qu'il y avait du temps arrivé à l'écran. Non, c'est bon, tu peux revenir un peu en arrière, s'il te plaît. Première slide. Ça met un peu de temps. En tout cas, moi, j'ai un retour qui est plus lent. Bon, simplement vous indiquer que les priorités de l'agence Loire-Bretagne sont en fait les priorités des agences. Je sais qu'il y a probablement parmi l'auditoire des personnes qui appartiennent au territoire relevant du département plutôt sur l'agence de l'eau RMC, voire peut-être des représentants de groupes industriels ou d'entreprises qui ont des sites sur d'autres territoires d'agence de l'eau, mais considérez que le message est toujours le même, à savoir que effectivement les priorités restent les mêmes au nombre de 4, qui sont la réduction des pollutions toutes origines, et la restauration également des milieux aquatiques, et pour les agences qui ont des façades, je dirais maritimes, la restauration aussi des eaux côtières, et tout cela passé sous le crible, je dirais, de la mise en ordre, la mise en place d'une gouvernance sur le partage de la ressource, parce qu'on se rend compte que petit cycle de l'eau, autrement dit, alimentation, distribution en eau, assainissement, que ce soit l'industrie, les collectivités ou voire même le monde agricole, et grand cycle de l'eau, à savoir reconquête des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, qui sont aussi des garants de l'auto-épuration finale des rejets, sont liés. Et donc, à un moment donné, effectivement, l'action territoriale se doit d'associer tous les efforts. Les 3 documents sont indiqués en haut à gauche, sont les documents qui sont là aussi documents historiques de l'agence. Le document d'orientation et de planification, à savoir le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui a été approuvé en 2022 pour la période 2022-2027, qui oriente le programme d'intervention, qui est le bras armé de ce SDAGE, et qui est celui que vous voyez décliné au niveau de chaque agence de l'eau comme les SDAGE, qui lui a été révisé en 2022, et tout cela maintenant étant grandement orienté par, je dirais, les grands constats stratégiques, les grands constats d'évolution des états quantitatifs des milieux, et qui ont été pris en compte dans le cadre d'un programme d'action et d'adaptation au changement climatique dont tous les agences se sont dotées. Slide suivant. Alors, rapidement, un zoom sur l'état des milieux revu un petit peu à la sauce Loire-Bretonne. Vous sont présentés ici l'état des milieux avec l'état des lieux d'évolution potentielle de ces milieux. On se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, on est sur des états globalement très, très délicats en matière d'objectifs vis-à-vis de ce que fixe la directive cadre sur l'eau à 2027, à savoir 100% des masses d'eau en bon état. Alors, les masses d'eau, ce sont effectivement les drains de cours d'eau et leurs bassins versants d'apport qui ont été définis par l'autorité européenne. Il y en a 1893 pour votre information, rien que sur le bassin Loire-Bretagne. On voit aujourd'hui qu'effectivement, on est à peine 25% de ces masses d'eau en bon état, et qu'avec les prévisions de mise en application de toutes les réglementations et tous les programmes en cours à la date où cet état des lieux a été mis, effectivement, on arriverait encore certainement à un peu d'évolution favorable, mais certainement pas suffisante. Aujourd'hui, on peut considérer d'un point de vue qualitatif qu'on a un petit peu arrêté l'hémorragie. Malheureusement, l'évolution du climat fait qu'on a des milieux de moins en moins résilients, parce que avec des ressources en eau, en quantité, qui sont de moins en moins aptes à pouvoir auto-épurer les rejets qui sont générés. Et quand, parallèlement à cela, la population continue d'évoluer, que les activités économiques se diversifient et se déportent sur d'autres territoires en fonction des évolutions territoriales de ces activités et de leur nature, effectivement, l'enjeu reste majeur. Slide suivant. Là, c'est un zoom que je vous laisse à votre information et à votre sagacité, qui concerne l'épisode 2022. Je crois que mes collègues vous en ont parlé dans le cadre de contexte, notamment pluviométrique. Il y a les conséquences, elles vous sont citées à un certain nombre de points du territoire de Loire-Bretagne.
On a subi un peu de tout pendant cette année 2022. Hein, on pouvait traverser la Loire à sec, mais vous le remarquerez aussi parce que c'est ce qui vous concerne plus particulièrement. Si vous regardez le haut bassin, eh bien, on a eu malheureusement on va dire une généralisation des opérations dites pompiers de mise en citernage d'un certain nombre de communes. Et ça pendant une bonne partie de l'été, voire début d'automne de l'année dernière. Et malheureusement, 2023 ne s'est pas présenté sous les meilleurs auspices non plus, puisque avec les pluies indigentes que nous avons connues lors du premier trimestre, les citernages a déjà commencé sur ces mêmes zones, notamment, je pense notamment aux zones confins du 43 et du 63, pour certaines petites communes dès le mois de mars. Donc, dès le mois de mars, ces communes étaient déjà en situation tendue. Slide suivant. Alors, les questions qui peuvent se poser, c'est par rapport effectivement à des aquifères, je dirais, artificielles ou des réserves artificielles. Hein. Vous êtes baigné par le bassin de Villeray, la retenue de Villeray, la retenue de Grandjean. Si on regarde Villeray sur la Loire et Grandjean sur la Loire et Naussac sur l'Allier, on est aujourd'hui à des capacités de stockage de l'ordre de 140 à 160 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, on est à peine 40 à 50% d'eau stockée. Et on arrive au mois de juin. L'année dernière, pour votre information, on était à peu près à 110 millions, 120 millions stockés sur Naussac. On a débité à peu près 90 millions dans l'été. Donc, si on était sur le même besoin, on se rend compte qu'aujourd'hui, on risquerait de ne pas passer. Alors, il a plu il y a 8 jours, et ces dernières journées. Néanmoins, ce sont des pluies qui sont des pluies de printemps, voire début d'été. Ce ne sont pas des pluies d'hiver qui sont généralement les plus favorables au remplissage et à la recharge des aquifères. D'où la grande, je dirais, inquiétude des pouvoirs publics. Alors, ce plan de résilience aujourd'hui, il est mis en place sur la base de constats de scientifiques et notamment au titre des grands constats et des grandes prévisions par le GIEC, mais aussi par un certain nombre de scientifiques sur le bassin Loire-Bretagne qui ont amené, entre autres ce bassin, à déclencher un plan de résilience et à commencer déjà à développer l'incitativité dès 2022. Finalement, la prise de conscience des pouvoirs publics qui était, elle, parallèle et qui s'est concrétisée par le discours de Monsieur le Président de la République sur Serre-Ponçon le 30 mars dernier, n'a fait que, je dirais, entériner cette nécessité d'emboîter le pas aux pouvoirs publics sur les aspects réglementaires avec les aspects aides côté des agences. Slide suivant. Donc, le plan environnement du président de la République, hein, c'est 153 mesures, pour rappel, 5 axes: sobriété des usages, réutilisation des eaux usées traitées et substitution générale, lutte contre les fuites sur les réseaux fluviaires, repenser le modèle agricole de production et une tarification incitative de l'eau, avec l'introduction du principe de progressivité des factures et du mètre cube d'eau, du prix du mètre cube d'eau. On y ajoute l'innovation technologique qui doit habiter toute action conjoncturelle ou structurelle. Et c'est cela sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il faut bien distinguer dans le chantier qui nous attend à partir de maintenant une échelle conjoncturelle, comment on va passer 2023, et une échelle structurelle, comment on va s'adapter durablement à l'évolution du climat. Et c'est bien dans ce cadre-là structurel que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a développé son volet opérationnel sous forme de ces quatre grands leviers qui sont le levier résilience des milieux, sobriété des usages, partage de la ressource, avec là aussi le retour à l'équilibre pour les masses d'eau qui sont d'ores et déjà en déficit, puisqu'on sait qu'on a des masses d'eau aujourd'hui d'ores et déjà en déficit hydrologique et quantitative, et la sécurisation AEP. Alors, je vais passer très rapidement sur un certain nombre d'entre elles pour, une fois n'est pas coutume, on va lire le document de la droite vers la gauche, pour aller sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui, sur ce que je vais vous présenter spécifiquement destiné à votre intention, vous, les usagers économiques du bassin. La sécurisation AEP, c'est toute la lutte contre les réseaux fluviaires. Ça concerne principalement les collectivités. Le partage de la ressource, c'est finalement le développement d'une gouvernance autour des grands enjeux et des grandes décisions à l'échelle de bassins versants, voire du bassin jusqu'à l'échelle du bassin versant Loire-Bretagne. Quelles sont les stratégies qu'on doit développer pour aujourd'hui se partager durablement la ressource? Et ça concerne tous les usagers, qu'ils soient collectivités, industriels, agriculteurs, associations de protection de la nature. Donc, c'est vraiment la réflexion bassin. Et puis, plus spécifiquement, la sobriété des usages et la résilience des milieux. Alors, je les ai, pointés en rouge
et notamment sobriété d'usage, parce que c'est ce qui va effectivement concerner votre force de réaction, votre force de réponse aux demandes des pouvoirs publics, mais aussi aux enjeux qui nous attendent vis-à-vis de la qualité et de la quantité des milieux récepteurs. Mais j'ai aussi intégré deux axes sur la résilience des milieux qui peuvent intéresser certains d'entre vous, parce que je sais certains sites disposer d'alimentation en eau propre via des barrages, des ouvrages, et pour un certain nombre d'entre eux, peut-être aussi être installés à cheval sur des cours d'eau, sur des plateformes qui ont finalement complètement fermé le cours d'eau, ou qui se trouvent aujourd'hui avec des emprises territoriales qui sont très importantes et très imperméabilisées. Et là aussi, on peut rejoindre des préoccupations lorsqu'on restaure un milieu industriel, de se poser la question du cadre de vie, mais aussi tout simplement de la résilience vis-à-vis des pluies ou vis-à-vis des inondations d'un certain nombre de plateformes. Comme vous le savez, les plateformes imperméabilisées résistent de moins en moins aux effets d'inondation. Slide suivante. Donc, 4 appels à projets ont été dégagés. Un appel à projet, donc sobriété hydrique, d'un montant total pour Loire-Bretagne de 30 millions d'euros. Un appel à projet renaturation villes et villages, 20 millions d'euros qui peuvent concerner, comme je vous le disais, certaines actions aussi au niveau des industriels. Et 2 appels à projet pour mémoire que je vous indiquais tout à l'heure, les réseaux l'appel à projet sur les réseaux fuyards eau potable, 40 millions d'euros, et un appel à projet spécialement biodiversité, stratégie nationale biodiversité, 4 millions d'euros. Bon, ces 2 derniers, vous n'en tenez pas vraiment compte. Je vais vous présenter les suivants. Donc, le premier d'entre eux, le voici, c'est le principal, celui qui peut aujourd'hui vous intéresser, sur lequel on est vraiment en attente, nous, de collaboration et de partenariat avec vous-même, qui est effectivement de pouvoir économiser la ressource dès la source, hein, dès l'arrivée dans de l'alimentation d'eau. C'est principalement tout ce qui pourra permettre les économies d'eau, soit au travers d'eau non en contact avec les process, les refroidissements, mais aussi de contact avec les process pour des réutilisations au plus près de là où l'eau est utilisée. Cet appel à projet est ouvert dès le 1er avril, comme vous le voyez. Sa dotation, je vous l'ai indiqué. L'important, c'est de pouvoir aller aussi sur des choses du bon sens, sur des actions du bon sens qui vont depuis l'éducation des personnels, la mise en place de compteurs, connaître pour mieux comprendre et derrière pour mieux lutter. Et derrière pour mieux adapter les process industriels sur des pratiques plus économes. Je vous ai indiqué dans l'encart de droite les taux tels qu'ils étaient pratiqués dans le programme d'intervention qui existe toujours, le 11e programme, jusqu'à concurrence du 31/12/2024, et ce que serait l'évolution de ces taux avec l'appel à projet. Vous voyez que les taux peuvent monter assez haut, mais sont toujours, et ça c'est la deuxième, je dirais, notion que je souhaiterais que vous gardiez en tête, c'est que nous sommes toujours, compte tenu que nous sommes un établissement public sous tutelle d'un ministère, ce sont des aides publiques. Et donc, les aides publiques sont soumises à l'encadrement européen des aides. Groupe plafonné à 40, moyenne entreprise plafonnée à 50, petites entreprises plafonnées à 60% et l'artisanat jusqu'à 70%. L'objectif est quand même fort de pouvoir réduire la consommation de 3 millions de mètres cubes par an. Encore une fois, la consommation. Ça ne correspond pas forcément au prélèvement. Vous pouvez prélever et rejeter. Le problème, c'est effectivement la qualité de l'eau avec laquelle que vous rejetez. Est-ce que c'est simplement un problème de température? C'est important pour les milieux. Comme vous le savez, les milieux ont besoin d'une température optimum pour se développer et pour pouvoir assurer leur propre capacité d'auto-épuration. Mais ça peut être aussi, malheureusement, des eaux polluées. Slide suivant. Alors pour les opérations collectives, ça je m'adresse parce que je pense qu'il y a peut-être certains auditeurs de chambres de métiers. Ces opérations collectives, c'est ce qui nous permettra d'atteindre le tissu des artisans, que nous ne pourrons pas aider individuellement, mais que nous pourrons aider au travers de partenariats, soit avec les chambres consulaires, soit avec les socioprofessionnels. Dans le cadre d'une convention, il en existe une avec la CCI 63, par exemple, pour la petite entreprise et l'artisanat, qui a été signée au mois de février. Nous y réfléchissons activement avec nos collègues et hôtes du 42 aujourd'hui pour mettre en place un même type de dispositif. On peut y associer des sociopros, bien évidemment. Alors, vous avez bien compris que par rapport à une situation conjoncturelle, l'effet de protection peut très vite d'aller vers je vais chercher une autre ressource. Alors, considérez que cette recherche d'une autre ressource peut exister, mais ça ne doit pas être la première réaction à un arrêté cas de sécheresse ou à une pression réglementaire, voire même une pression tout simplement économique. On n'a plus d'eau le jour où on veut ouvrir le robinet. C'est bien de se dire
comment fait-on pour être plus économe? Donc, la notion de substitution est bien une option qui est abordée par l'agence après avoir épuisé toutes les solutions de réduction à la source dont je vous ai brossé rapidement quelques axes. Et ça peut aller jusqu'à la substitution, effectivement, à partir d'autres ressources qui sont moins impactées, mais ça peut être aussi, et là, on le sait que c'est un problème législatif aussi qui peut se poser à terme, et technique, réutiliser des eaux usées pour d'autres usages dans l'entreprise. Et quand on sait bien que quand on s'adresse sur une entreprise plutôt à activité, on va dire, d'application de type traitement de surface, ou si on s'adresse à une activité agroalimentaire, les contraintes ne sont pas les mêmes, bien sûr, en matière de réutilisation. Bien évidemment, là aussi, la vigilance doit être apportée par rapport aux consommations d'énergie, mais ça, je pense qu'on a affaire parmi vous à des gens bien éclairés qui vont pouvoir faire la balance entre le gain en eau par rapport au coût énergétique, encore une fois, et surtout prendre conscience aussi et attirer aussi l'attention des pouvoirs publics, parce que c'est un travail collégial, et les pouvoirs publics qui sont aussi très attentifs au fait que parfois, certains rejets d'entreprises conditionnent aussi le débit d'étiage des cours d'eau. Ça peut arriver. Et donc, ce n'est jamais une solution qu'on duplique. On pourrait dupliquer à l'infini sur tout un territoire. C'est bien une réflexion systématiquement aussi au cas par cas. C'est ce qui en fait tout son éclairage et tout son pragmatisme. Mais sachez que pour ces substitutions, il existe là aussi, pour les études et travaux, des aides qui peuvent être fixées à 50%. Ça n'a pas vraiment changé, là, c'est vraiment, ça existait déjà dans le cadre du 11e programme, mais toujours dans la limite de l'encadrement européen des aides. Slide suivant, s'il te plaît. Concernant les restaurations sur les écosystèmes aquatiques, je vais aller là très vite, mais je sais que certains d'entre vous peuvent être concernés aux raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est bien essayer de corriger les empreintes physiques que peuvent exercer vos sites sur des milieux aquatiques riverains. Une plateforme installée sur un cours d'eau. On en a connu beaucoup, notamment sur l'Ondaine, à une époque. Et quand ceux qui connaissent le secteur aujourd'hui se promènent au bord de l'Ondaine, le paysage n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 30 ans. De la même manière, certains d'entre vous, comme je vous le disais tout à l'heure, peuvent effectivement prélever la ressource en ayant établi des ouvrages qui barrent les cours d'eau et qui leur permettent de constituer un plan d'eau sur lequel ils peuvent prélever. Eh bien, ce plan d'eau peut s'avérer aujourd'hui d'une toute autre utilité, d'une toute autre importance, qui peut faire poser la question de son avenir. Et là, sachez que la dimension de votre travail par rapport au travail du bassin versant peut être tout à fait synergique, puisque les travaux qui se font au niveau des contrats de rivière permettent justement de travailler sur ce chantier de la continuité écologique, parce que la continuité écologique permet à ces milieux aussi d'être beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus résilients. On sait très bien ce qui se passe dans un cours d'eau qui stocke au fur et à mesure des décennies les eaux qu'il reçoit. Et à un moment donné, effectivement, il s'envase et on voit bien que la qualité n'est pas du tout la même que sur une eau courante. Donc, certains d'entre vous peuvent avoir aussi des projets sur cet rétablissement de la continuité écologique. Sachez que vous êtes éligible aux aides de l'agence, qu'il existe cet appel à projet et que vous pouvez être aidé dans l'évolution des taux tel qu'il est indiqué, encore une fois, dans l'encart grisé. Slide suivante. Là aussi, vos actions peuvent s'inscrire. Alors, si tu peux remonter un petit peu, Denis, tu étais un petit peu vite, si tu m'entends. Voilà. Vos actions, en tout cas vos activités, voire même la situation de vos sites, peut se trouver effectivement à la confluence avec des enjeux de biodiversité, parce que vous êtes installé sur des zones qui sont soit à proximité, soit même des zones qui ont été ou qui sont pressenties comme étant potentiellement toujours des zones humides, des annexes hydrauliques à des cours d'eau, sur lesquels effectivement votre emprise peut, quand elle est, je dirais, gérée, quand elle évolue dans son occupation des sols, peut contribuer effectivement à rendre les milieux beaucoup plus naturels et donc beaucoup plus résilients. Donc là aussi, si tu peux passer. Enfin, un des derniers axes concerne la gestion des eaux pluviales. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'imperméabilisation des sites. Beaucoup de sites industriels aujourd'hui réfléchissent effectivement à cette évolution de l'imperméabilisation. Et pour les eaux pluviales, là aussi, ce sont des réflexions que nous souhaitons nous initier auprès des acteurs économiques pour ne pas réfléchir au tout tuyau, pour ne pas réfléchir systématiquement au traitement parce que c'est cher, c'est coûteux et ce n'est pas aidé de la même manière parce que finalement, on ne fait que traiter des eaux qui sont généralement peu ou pas
polluées, et c'est plutôt d'essayer de réfléchir au retour au plus près des eaux pluviales à l'endroit où elles sont précipitées, avec là aussi les objectifs qui vous sont indiqués et l'évolution des taux, avec notamment l'évolution des coûts plafonds. Alors, ce n'est pas forcément systématiquement un appel à projet, mais là, c'est plutôt le 11e programme qui évolue. Slide suivant. Et je crois qu'on en a terminé avec celui-là. Toutes les actions qu'on vous évoque sont une réponse, et vous l'avez vu, c'est la lumière de cet appel à projet, à une réponse à un enjeu quantitatif. Mais si on ne continue pas à traiter le volet qualitatif, autrement dit, ce que couvre en particulier le 11e programme d'intervention historique des agences de l'eau, on ne gagnera pas je dirais le chantier de la résilience des milieux. Donc, les aides, bien sûr, se poursuivent dans ce milieu-là et sont généralement vues de concert avec les projets sur lesquels vous pouvez nous associer. Je vous remercie de votre attention. Merci Bruno. On arrive au bout du temps, mais on n'est finalement pas trop mal en timing compte tenu des interventions qui étaient très denses. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je me permets juste de passer une question dans le chat. Est-ce que le PSH doit être fait si notre commune n'est pas dans la zone de restriction eau du Rhône? Alors, je ne sais pas si la personne est du coup située dans le Rhône, mais ici, on parlait davantage de la Loire. Ça peut être aussi par rapport à une alimentation par la nappe du Rhône, pour l'usage industriel, pour la main. Donc, je pense que si c'est le cas, on vous a montré les. Alors, j'ai bien indiqué en effet que il n'y avait pas de restriction. Si l'eau provenait de la nappe du Rhône, donc ça c'est le cas. À ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de restriction, donc pas de nécessité de PSH. Il en est de même sur la carte que j'ai montrée par rapport aux présences de la ressource en eau potable, si la commune est en blanc, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de restriction sécheresse, donc pas de nécessité de déposer un PSH, puisque vous n'avez pas d'exemption à avoir, puisqu'il n'y a pas de restriction sur ces secteurs-là. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Voilà, c'est pas pour ça, c'est pas parce que le PSH n'est pas requis qu'il n'est pas nécessaire de s'interroger sur l'optimisation de ses consommations éventuelles. Mais effectivement, le PSH sur les communes en blanc alimentées en eau potable, les usages économiques ne sont pas soumis à restriction. C'était pour reformuler, c'est une question effectivement que j'avais vue dans le chat. Est-ce que Élodie, ça répond à la question? J'ai pas eu d'autre retour de cette personne, donc parfait, merci. Voilà, donc je pense qu'on a répondu comme il le fallait. J'ai passé les autres questions dans le chat et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit dans la partie questions qui est prévue à cet effet. Nous vous mettrons en attendant si. Alors, s'il y a des questions. j'ai quelqu'un qui me dit pas répondu à la question. Alors, je suis désolée, mais on a un petit problème sur l'affichage des questions. Ou sinon, la personne peut peut-être lever la main et non. Je vais lui ouvrir le micro, je pense que ce sera plus pratique. Ouais. Alors, Monsieur Miège, excusez-moi un instant, le temps que je trouve dans la liste de nos participants. Si la personne peut relever la main sur la fonctionnalité, je vais pouvoir lui passer. Que malheureusement là, je ne peux pas sans la main levée. Voilà, là normalement nous vous entendons, Monsieur Miège. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, très bien. Super. Oui, c'est un peu compliqué par écrit, excusez-moi. Donc, j'ai bien vu la liste des communes en blanc sur le plan du département de la Loire. J'entends qu'il n'y a pas forcément nécessité à initier un PSH, mais que les bonnes pratiques veulent qu'il faille le faire, aucun souci. Par contre, moi, j'ai une demande écrite de la DDPP qui m'impose à réaliser ce PSH
et qui ne parle absolument pas de cette exemption au titre de l'alimentation via les barrages de la côte rouennaise. Donc, je voulais savoir, entre ce que vous me dites et ce qui m'a été demandé, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence. Oui, je vais laisser les services de l'État répondre ou pas, parce qu'on pourra aussi revenir vers la DDPP sur ce cas particulier si besoin. C'était ce que j'allais dire. Moi, je pense qu'on va rebasculer avec la DDPP pour être bien sûr. Effectivement, normalement, si vous êtes sur une commune en blanc et que vous utilisez que le réseau d'eau potable, hein, pas un prélèvement direct sur le milieu, normalement, vous n'êtes pas tenu de faire un PSH. Alors, c'est fortement recommandé pour de s'inquiéter de sa consommation en eau, mais ce n'est pas une obligation en tout cas. Je suis sur la commune de Saint-Alban-les-Eaux et pour moi, d'après le plan que vous avez indiqué, je suis en blanc. D'accord. Bah, je pense qu'on va, parce que bon, on est en relation courante, hein, bien sûr, avec la DDPP. Je pense que là-dessus, peut-être Sylvain, si tu peux recontacter la DDPP sur ce point-là pour bien préciser la situation. Sinon, ce que je vous propose, c'est de me faire un mail en fin de session et vous allez également avoir une enquête de satisfaction qui va vous être envoyée et dans laquelle vous pourrez cocher que vous souhaitez être recontacté par nos intervenants et comme ça, vous pourrez suivre au mieux la suite ensemble. Voilà, donc on parle bien par contre Je crois de que le micro a l'alimentation en été eau coupé, potable. mais c'est pas de mon fait. Voilà, on parle bien de l'alimentation en eau potable, c'est-à-dire que l'eau en provenance du milieu naturel est, elle, soumise à restriction, quel que soit, il n'y a pas de distinguo de provenance sur la partie milieu naturel. Je parlais bien de l'alimentation en eau potable qui a pour origine les barrages. Les barrages de Rouennaise de l'eau, oui, si vous êtes sur exactement. Saint-Alban. Oui, on reviendra vers la DDPP, ça doit être un cas un petit peu spécifique. Merci. Merci. Très bien, je ne vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on va libérer tout le monde et se donner peut-être rendez-vous pour un prochain webinaire. On vous tiendra informé. Merci beaucoup pour vos interventions, pour votre attention à tous les participants. Et si nécessaire, on pourra vous fournir également le support qui a été partagé et vous allez également recevoir un lien pour revoir ce webinaire si vous le souhaitez. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Belle fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée à Au toutes et revoir. tous. Merci, au revoir. Au revoir.